Bonjour mes amis francophones de la télévision Rankinkamon, ou bien Arc-en-Ciel. Je salue nos téléspectateurs et mon invité, Monsieur Esfandiar Khalaf, ou Khalaf quand on prononce dans notre langue maternelle. Il est activiste politique irano-français. Il est membre du parti de la République en marche, de président Macron, mais aussi il est un activiste de mouvement de l'opposition iranienne à l'étranger. Avant que je présente notre débat, je laisse M. Khalaf saluer nos téléspectateurs et nos amis francophones de la télévision de Rankinkamon. Et éventuellement, il peut aussi rajouter quelques mots, s'il veut. Alors, M. Khalaf, vous êtes bienvenu et vous pouvez vous exprimer sur d'abord votre présence et saluer, et après je vous pose des questions. Allez-y. D'abord, je vous remercie pour votre invitation à la télévision Rankinkamon. Ça permet de m'expliquer la politique étrangère de l'Union européenne vis-à-vis de l'Iran et le Proche-Orient. Vos amis téléspectateurs et téléspectatrices franco-iraniens, français et iraniens, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Khalaf. Vous êtes un ancien ami de moi. On va bien sûr poser cette question essentielle que vous préférez bien étaler ici. Mais on commence d'abord ce qui sont sur les informations comme à la une. C'est par exemple un traité qui est à la une maintenant, c'est entre la Chine et le régime islamique. Le traité laisse une indignation grandissante déjà en Iran, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a eu des pétitions contre ce traité. Je vous donne les paroles, bien que ce sujet ne soit pas prévu pour ce débat, mais si vous voulez, je vous laisse quelques minutes pour s'exprimer. Allez-y, le microphone est à vous. Suite à changement après la guerre froide et la puissance économique de cette 20 dernières années de la Chine, puissance économique, la Chine a besoin de l'accès de l'énergie fossile, pétrole et gaz. Deuxièmement, la Chine, il veut montrer sa puissance au niveau Proche-Orient. Parce que c'est un endroit stratégique, que soit pour l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, ou soit pour l'Union européenne. De où là, il a moins de soucis pour la question des démocraties en Iran et dans le Proche-Orient. Tout qui s'intéresse aux puissances économiques de la Chine, c'est d'avoir d'accès, que ce soit avec le régime autoritarisme de République islamique ou théocratie chiite, ou soit d'autres monarchies absolues de la région de Proche-Orient. D'où d'avoir un accord économique, plutôt énergétique et militaire avec la République islamique pour une durée de 25 ans. Ok. Alors, vous avez déjà indiqué que le traité a une durée de 25 ans, une durée très très longue et assez ambiguë finalement parce que le traité n'était pas vraiment dévoilé, n'était pas transparent, reste toujours un doute de ce qui est ou de ce qui sera peut-être le contenu. Je suis tout à fait d'accord parce que dans ce régime, qu'il soit l'autoritarisme chinois sur la forme communiste ou la théocratie chiite sur la forme islamique en Iran, il n'y a aucune transparence.
vis-à-vis des peuples iraniens, puisque ça ne le permet pas, parce que le régime, au fond, il veut se garder au pouvoir politique. Ce n'est pas dans l'intérêt du peuple iranien ou de l'intérêt de la paix. Et tout est là. Et n'oublions pas que le Chinois, il est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. De où le début des débats ou de retour de la République islamique au sein de l'accord dit nucléaire au 5+1, qu'il y a la France, l'Allemagne et les États-Unis et l'Angleterre, la Russie et la Chine. Oui, je viens sur le sujet plus tard, mais justement, c'était une parenthèse pour dire que ce traité qui est considéré par l'opposition, mais aussi en Iran par beaucoup des protestants qui ont commencé déjà dans certaines villes, quand j'ai entendu les informations, est considéré comme un accord un peu colonial, parce que ce n'est pas la présence économique de la Chine en Iran, mais aussi une présence militaire, comme ça a été le cas dans la période de colonisation du 19e siècle. Voilà, ça a été encore une parenthèse pour dire que c'est dans une situation où le régime, comme vous dites, est tellement ébranlé et haï et au pied de mur actuellement en Iran. Donc, c'est justement peut-être une stratégie de régime pour se garder au pouvoir à n'importe quel prix, même avec un bradage des ressources naturelles et la richesse du pays. Bon, ça a été notre parenthèse maintenant fermée. Maintenant, on va retourner sur une question essentielle que j'avais dit, je voulais vous parler sur le statut géopolitique que l'Europe a choisi sur le Proche-Orient pendant la guerre froide et bien sûr sur le pôle islamiste ou islamique du régime islamiste qui est un exemple, et il y a aussi d'autres régimes et communautés avec des tendances de islam politique dans la région. Voilà comment vous décrivez maintenant cette situation assez pénible quand même, avec des conséquences encore plus néfastes que jusqu'à maintenant. Merci pour votre question bien posée. Ça me permet de jeter un regard historique sur la région du Proche-Orient et l'Iran. Pendant la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre froide et après. Pendant la guerre froide, tout le Proche-Orient, grosso modo, à part à un moment l'Égypte et après la Syrie et même l'Irak, il a eu tendance de regarder vers l'Union soviétique. Mais ensemble, le régime islamique, il était considéré comme, disons, le soutien de l'Occident. Mais ce soutien-là n'était pas, ces régimes-là, je dois dire, n'étaient pas démocratiques. Sauf c'était dans le regard géopolitique de l'Occident. Entre le barbelé, je dirais, l'Occident et l'Est. Y compris dans la, je dirais, politique énergétique qui est pétrole, gaz, surtout pétrole, au niveau des pays industriels. Mais après la guerre froide, l'éclatement de l'Union soviétique, la carte géopolitique a changé. Changé parce que ce régime-là, au ceinture vert autour de l'Union soviétique, l'islam politique elle-même, elle est devenue un problème politique pour l'Occident ou la valeur de l'Occident. Parce que ce régime-là, il n'était pas démocratique. Ou l'islam, il a un problème de fond avec les valeurs de démocratie. De où, ce que ça concerne l'Union européenne, qu'il a une construction, échange commercial
plutôt dans le respect des droits de l'homme, ça pose énormément de problèmes. Soit au niveau qui est extrémiste chiite sur la direction de le régime théocratie d'Iran, que soit au niveau de, je dirais, extrémiste sunnite, au niveau de l'Arabie saoudite comme de puissance régionale. Ça pose problème au niveau de sécurité de l'Union européenne aujourd'hui. Et on est arrivé, après tout ça, il faut voir la Russie actuelle sur la direction de Poutine, quel rapport est là avec ce changement. Et ce que la première question que vous aviez posée, c'était la question de l'approche chinoise dans cette affaire-là, où la complication dans l'ensemble de la région aujourd'hui, on le voit la différence. Il a une tendance, y compris l'opposition iranienne, qui lutte pour démocratie, droits de l'homme, développement économique, justice sociale, où il y a la tendance des extrémistes chiites et sunnites dans l'ensemble qui freinent encore, qui s'attachaient de le régime ancien ou les résidus je dirais, de le reste de empire, je dirais, ottoman. D'où ces régimes-là, ils ne sont pas démocratiques, y compris de tendance ou le comportement de Erdogan aujourd'hui. On le voit, Erdogan qui était élu dans un système, disons, à peu près séculaire ou laïque du turc, il a tendance aujourd'hui à retourner vers le passé islamique, mais sunnite, où la complication de la région est là. C'est-à-dire, si on ne dénoue pas, si on ne regarde pas, comment ça s'est passé? Un simple exemple, je vais vous donner, après la défaite de l'Union soviétique en Afghanistan. C'était pas une défaite militaire, c'était une défaite idéologique. Aujourd'hui, la République islamique, après 40 ans ou 42 ans au pouvoir, il est début d'une défaite idéologique, où on recherche aujourd'hui, soit vis-à-vis de négociations sur l'accord nucléaire 5+1, ou soit avec l'accord économique avec Chinois, y compris, il faut voir, il a une stratégie avec la Russie aussi. Tout est là pour se maintenir au pouvoir, sans aller vers la démocratie. D'accord, Monsieur Khalaf. Donc, préalablement, peut-être je décris un peu ce qui veut dire la guerre froide, qui commence après la Deuxième Guerre mondiale entre les États-Unis et ses alliés vis-à-vis l'URSS et ses alliés, ou bien ses satellites, ou bien entre le camp capitaliste et le camp soi-disant socialiste, ou bien on dit aussi entre l'Ouest et l'Est. Chaque camp crée aussi son pacte militaire, soit l'OTAN pour l'Ouest et le pacte Varsovie pour l'Est. La guerre froide évite une troisième guerre mondiale entre les deux superpuissances à cause, bien sûr, de leur arsenal atomique jusqu'à le temps qui pourrait détruire une grande partie du monde. Alors les deux camps se concentrent sur une guerre acharnement psychologique, sur le mode et des rapports de production. Et chaque camp évite l'affrontement direct, mais la tension est entre les deux camps. Et la guerre froide, bien sûr, s'avère avec la guerre d'idéologie, comme M. Khalaf vient de dire, et beaucoup de propagande. C'est à l'apogée de telles guerres que la révolution islamique de 1979 était vue par le camp de l'Ouest comme une bastion ou bien une ceinture verte contre l'avancée du rouge en Iran qui était déjà installé en Afghanistan. Alors, le comportement d'anti-Ouest des mollahs, bien, c'était bien pour l'Ouest.
c'est pour ça que ils ont fermé les yeux ou bien un peu soutenu l'arrivée Khomeini au pouvoir. Ils se sont quand même dit c'est mieux que l'arrivée d'un régime rétrograde, même anti-Ouest, que peut-être l'avancée du communisme en Iran. Voilà, alors, vous avez encore un mot sur est-ce qu'il y a eu un complot contre le Shah? Par exemple, il y en a qui disent que le Shah était comme apporté au trône en 1953 par un coup d'État de CIA. Alors, il était aussi chuté par un complot de l'Ouest. Est-ce que vous croyez à cette théorie, à cette conspiration? Ce qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale ou après la guerre froide, jusqu'à la révolution iranienne 1979, la situation géopolitique n'était pas la même, puisque c'était entre l'Est et l'Ouest, y compris ces régimes, je dirais, dictatures militaires sur diverses formes, que ce soit en Égypte, en Iran, en Irak, toute la région. Oui, mais pas démocratique. Monsieur Khalif, vous croyez que la chute de Shah était complotée par l'Ouest, par exemple à la conférence de Guadeloupe? La regarde de l'Ouest, c'était comme ses propres intérêts. Ce n'était pas démocratisation de ce régime-là. Ben voilà. Il avait une approche d'intérêt particulier de leur puissance économique, militaire, entre autres, vis-à-vis de l'Union soviétique. Je rajoute encore un mot. La conférence de la Guadeloupe est entre le 4 et le 7 janvier 1969. Entre 4 pays industrialisés de l'époque, c'était la France, Angleterre et l'Allemagne. Et ce n'était pas sur le sort du Shah principalement, mais le sort des fusées SS-20 de la pacte de Varsovie qui était braquée sur l'automne. Mais à côté de ça, on a aussi abordé le sujet de l'Iran et le reste, que nous savons qu'ils préféraient les mollahs rétrogrades au lieu des éléments pro-soviétiques en Iran. C'est pour ça qu'ils ont misé sur le cheval gagnant en quelque sorte. C'était pas qu'ils ont fait des complots comme 53 contre Dr Mossadegh, mais ça était une préférence. Voilà. Merci. C'est ne que garder l'Iran, disons, dans la ceinture ou les pays proches de l'Occident, qu'il soit avec un monarque militaire, qu'il soit avec un régime islamique, peu importe, que le chat soit blanc ou noir qui chope les souris. Tous les problèmes étaient là. Oui. Donc, la question aujourd'hui, ce n'est plus la même, parce que c'est l'islam même qui a rendu service vis-à-vis de l'ancien cadre de l'Union soviétique. Aujourd'hui, ça est devenu un problème avec changement à cause des droits de l'homme, démocratie, développement, parce que la carte a redistribué et changé. Surtout vis-à-vis de l'Union européenne, je parle, cet islam-là qui ça présente une stabilité provisoire ou permanente, aujourd'hui, ça pose d'énormes problèmes, non seulement dans la région de Proche-Orient, en Iran, comme dans le pays de sunnites, je pourrais dire, même au sein de l'Union européenne, aujourd'hui, on voit le terror islamique, sauvagement, le comportement de certains musulmans vis-à-vis de la démocratie. Tout ça, ça crée d'énormes problèmes et insécurité. D'où cet islam politique, qu'il soit sur la forme chiite ou sunnite, ça a remplacé la guerre froide ou le communisme des années guerre froide. C'est-à-dire, il est devenu, y compris l'utilisation de politique de la Russie, de Poutine, comme des Chinois vis-à-vis des musulmans, comme un soldat de solde. C'est-à-dire,
Aujourd'hui, l'approche, rien que dans en Syrie, excusez-moi, on le voit comment la Russie utilise les forces musulmanes pour déstabiliser. Ok, Monsieur Kala, alors restons sur nos sujets. Ok, j'ouvre encore un chapitre. Vous savez que la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, c'est une Allemande qui était auparavant la ministre de la Défense, de Bundesdéfense. Voilà. Et elle est particulièrement une femme avec des passés militaires, de caractère, de personnalité bien forte. Et particulièrement, elle a dit, c'est dans l'entrée de l'Irak et l'Iran de choisir la voie de la pondéraison pour éviter les escalades avec, sous-entendu, avec les États-Unis. D'abord, l'Iran, dans le langage déformé de certains politicards, pas elle est une politicienne assez respectée en Allemagne, mais dans le langage de politicards et aussi journalop est un mot galvaudé qu'il utilise au lieu du régime islamique. Alors, quand on entend l'Iran, c'est le régime islamique qui n'a rien à voir avec le peuple iranien et les intérêts vitaux de l'Iran. Alors, la Russie ici est devenue, en quelque sorte, dans ces dernières années, sur la scène politique moyen-orient, comme vous parlez maintenant de la Syrie et de l'Assad, un acteur important, soutenant aussi, pas seulement la Syrie, mais aussi le régime islamique contre les intérêts peut-être des États-Unis ou d'autres pays. Et puis, pourquoi maintenant, Madame Ursula von der Leyen parle des escalades? Qu'est-ce que veut dire des escalades? Est-ce qu'elle fait allusion à une guerre entre le régime islamique et les États-Unis avec ses alliés régionaux? Vous pouvez me dire si vous pensez autrement. Allez-y. Merci pour cette question. La stratégie de l'Union européenne, c'est éviter une autre guerre à Proche-Orient. Parce que, à cause de l'approche géographique, l'Union européenne paiera trop cher s'il y aura une guerre au Proche-Orient dans le sens avec technologie moderne. Oui. Parce que l'Iran, c'est un grand pays et la conséquence de cette guerre sur l'immigration issue je dirais même de population islamique, comme on a vu dans le cas de la Syrie, et puis la problématique de la Turquie, tout ça, ça pèsera énormément sur la politique d'immigration sur l'Union européenne. On le sait. Deuxièmement, au niveau rapport énergétique et géopolitique aussi. D'où l'Union européenne, il essaie 1000 façons d'éviter une guerre au Proche-Orient. Malgré tout, l'Union européenne sait très bien, il a cette expérience au moins depuis la guerre de 30 années, c'est-à-dire 1614 ou 1650, la guerre de 30 ans, que ça fait changement de frontières. Après, ça finit le traité de Westphalie, de où il sait qu'est-ce que c'est la guerre interreligieuse entre sunnites, chiites. Mais pourquoi elle fait allusion à une guerre dans le quartier, dans la région? Excusez-moi. La guerre entre qui? Je vais la répondre. Voilà, allez-y. Je vais la répondre. D'accord. D'où le rôle de la NATO? NATO, ce n'est qu'une alliance militaire entre les États-Unis et l'Europe. C'était dans le cadre de l'Union soviétique. Aujourd'hui, il n'existait plus.
Oui. Mais le NATO, il existe. Hein. Le NATO, il existe, même il a une problématique avec les États-Unis, grosso modo, sur les stratégies de NATO, mais sur le Proche-Orient, il y a un accord, y compris avec l'administration de Biden. C'est-à-dire, le rôle de NATO, c'est garder la paix dans le Proche-Orient telle qu'elle est, dans cette crise de fond. Cette crise au Proche-Orient, il y a deux ou trois, je dirais, raisons de fond. Il y a une raison idéologique islamique, c'est-à-dire l'islam dans son ensemble vis-à-vis de démocratie et de valeurs de démocratie, ou, je dirais, droits de l'homme, même développement économique. Parce qu'il empêche le développement économique, parce que pour que la classe moyenne ne se développe pas pour garder le pouvoir politique. D'où aujourd'hui, ça pose énorme problème. Ok, alors vous voulez dire Deuxième problème, aujourd'hui, parce qu'une partie de lobby, je dirais, militaire-industriel, qui font leur commerce avec cet islam, parce qu'ils gardent la fourre de la guerre très allumée. C'est-à-dire, il y a certains, si on regarde le bilan d'exportation d'industrie militaire, fin d'année au niveau États-Unis, y compris au niveau de l'Europe. Je connais Madame Ursula von der Leyen. Exactement aujourd'hui. Elle a un passé militaire. Quand elle parle avec ce ton, ça veut dire qu'il y a un danger militaire dans la région. C'est entre qui? À quoi elle Merci. De où certaines industries, que ce soit au niveau de la Russie ou même au niveau de l'Occident, il a tout intérêt de garder, je dirais, la crise de la guerre allumée, parce que ça fait faire les commerces. N'oublions pas que dans cette période de Mme von der Leyen, c'est la première fois que l'Union européenne et le Parlement européen décident aujourd'hui certaines décisions au niveau implication de droits de l'homme. C'est-à-dire, pour la première fois dans la semaine passée, ils ont décidé de, je dirais, boycotter certaines firmes aux personnalités politiques iraniennes manquent de respect des droits de l'homme. C'est la première fois. Mais elle avait un passé militaire. Elle était Bundeswehr ministère. Ok, ça veut dire ministre de la Défense allemande. Donc, quand elle parle avec ce ton-là, elle voit peut-être une perspective de guerre. Mais laissons tomber maintenant parce qu'on n'a pas assez de temps pour maintenant détailler ça. On va aborder un autre chapitre. Vous savez que la Russie a aussi de bonnes relations avec pas seulement le régime islamique, mais aussi avec Israël, l'Arabie saoudite, ça veut dire les pays qui font bastion actuellement contre le régime islamique. Alors, quel est le rôle de Soviet Union là-bas? Est-ce que la Russie cherche aussi ses propres intérêts à n'importe quel prix, ou ces intérêts-là sont en contradiction avec les intérêts, par exemple, européens? Les intérêts européens sont peut-être, comme vous dites, ne veulent pas que la région soit en feu, parce qu'il y aura peut-être une vague de chercheurs de l'asile politique, comme il y a plus de 50% de la population syrienne qui se comptent maintenant en Turquie ou dans le pays voisin, qui peuvent peut-être venir en Europe, ce qui était le cas il y a quelques années. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi l'Europe? Quel est l'attrait de l'Europe pour éviter une guerre? Et quel est maintenant le rôle de la Russie dans ce cas-là? Est-ce que l'Europe est entre la Russie et les États-Unis, ou bien a une position concrète et indépendante? Merci pour votre question. Les Américains, les États-Unis plutôt, il a décidé de programmer son retrait au Proche-Orient.
contraire de Deuxième Guerre mondiale, guerre froide qu'on a parlé. Ça, c'est un changement très important. Mais restons sur le sujet. Restons sur le sujet. Alors, la question, oui ou non, est-ce qu'il y a une position indépendante de deux superpuissances ou bien l'Europe aussi est un peu, enfin, est un peu à côté l'un ou l'autre? Merci. Je viens de dire que les États-Unis il a programmé le retrait au Proche-Orient. C'est-à-dire, il ne considère plus comme l'importance du Proche-Orient comme pendant la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre. D'où l'alliance entre l'Union européenne et les États-Unis vis-à-vis de le rôle important qui jouait alors les États-Unis au Proche-Orient. D'où il faut définir la place ou le rôle que l'Europe devait jouer au Proche-Orient à cause de cette approche géographique. Deuxièmement, la Russie, il utilise cette crise pour se renforcer au Proche-Orient, ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, la Russie, il utilise cette crise, que ce soit au niveau de la guerre de Syrie, l'Irak, entre autres, la problématique de l'extrémisme chiite ou sunnite, son approche avec les Saïds, pour se renforcer au Proche-Orient, ce qu'il souhaitait depuis, je dirais, plutôt un siècle. Il n'avait pas réussi. Poutine est en train de réussir d'utiliser cette crise pour se renforcer au Proche-Orient. D'où aujourd'hui l'Union européenne qui a devenu... Nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, court, vous répondez à ma question précisément. Est-ce que l'Europe a une position, a un statut politique indépendant ou bien un peu dépendant de l'un ou l'autre superpuissance actuellement, surtout dans la région, en ce qui concerne le Proche-Orient. L'Union européenne est en recherche de je dirais, se renforcer avec un regard économique aux droits de l'homme. Il n'a rien à voir avec économique, géopolitique. Les questions géopolitiques que vous avez décrites d'abord. Bon, alors on laisse tomber cette question. Moi, je crois que l'Europe est un peu entre deux chaises. Elle joue un peu à la fois arbitrairement entre deux chaises. Mais laissons tomber parce que le temps est assez serré. Alors, est-ce qu'il y a une réunion à Vienne, je crois qu'il a commencé hier, d'après les informations que j'ai entendues sur les chaînes allemandes, mais aussi dans les journaux que j'ai lus. Et il s'agit encore peut-être de faire valable l'accord de traité nucléaire, ce qui était déjà effectué en 2015. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste de refaire encore ce traité ou bien ce traité sera peut-être modifié avec, par exemple, les missiles balistiques, qui est une question maintenant centrale, pas seulement pour les Américains, mais aussi pour l'Europe. Voilà. Restons sur le sujet, s'il vous plaît. Suite à changement aux administrations américaines, à la défaite de Trump et arrivée Biden, la nouvelle administration a décidé de retour des États-Unis au sein de 5+1, c'est-à-dire revenir au niveau des traités. Et la réunion de hier, c'était conférence visuelle, ils ont décidé de reprendre en présence de mardi 6 à Vienne. Cette fois-ci, c'est le retour officiel des États-Unis au sein de la réunion 5+1 depuis le départ 2018 des États-Unis. Donc, c'est très important. Mais, Monsieur Calab, encore une fois, comment estimez-vous la politique de l'Europe dans le dossier du traité sur nucléaire du régime islamique? Brefement, vous pouvez... L'Europe, grosso modo, ça fait des années, même 3-4 dernières années, même à la plaque je parle du présent. Il a trois propositions sur la table. Un, c'est, je dirais, la défense balistique iranienne qui était basée, et c'est compréhensible, attention, c'est compréhensible, qui
l'Iran, il a basé cette stratégie sur le balistique, des missiles balistiques. Et deuxièmement, que l'Iran, il se retire de la région, c'est-à-dire au niveau politique, et exportation de révolution islamique, Syrie, Liban, l'Irak, c'est déstabilisation. Et le respect des droits de l'homme, développement, tout est là. Mais il faut voir la République islamique, il est en train de chercher quoi? C'est ça la question aujourd'hui. Est-ce que la République islamique il va accepter un changement de profond avec l'Ouest, je peux dire maintenant, c'est-à-dire les États-Unis plus l'Europe, ou encore il a une approche provisoire, limitée, dans l'intérêt de la, je dirais, théocratie islamique. Ça veut dire l'Europe comme la Russie, les deux sont favorables à maintenir un accord sur le nucléaire du régime, bien sûr modifié, un peu avancé sur les points que vous venez de dire, par exemple le droit de l'homme, les missiles avec une portée de 2000 kilomètres, Oui. éventuellement avec un ogive aussi atomique, ce qui était, moi j'ai lu dans Spiegel et Die Zeit, deux journaux allemands, qui parlent aussi de cette possibilité avec ces missiles qui sont un peu clandestinement en Tananz. Ils ont trouvé apparemment sous-sol un stockage de ces fusils-là et ça a été approuvé aussi par l'Agence internationale atomique. Donc, nous commençons encore peut-être un autre chapitre. Si l'on brosse un portrait du tyran dans l'histoire contemporaine, bien sûr, on reconnaîtra les gens comme Hitler, Mussolini, Staline ou autres, mais aussi le régime théocratique ou bien plutôt islamiste des mollahs, avec un passé très noir, bien sûr, qui est copié et collé de ces trois régimes totalitaires. Pourtant, ce régime criminel est soutenu par la Russie et la Chine, et malheureusement aussi toléré apparemment par l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un jeu, comme vous dites, le chat et souris, entre l'Europe et les mollahs? Quel est l'intérêt ou bien les intérêts européens dans ce jeu-là? Vous pouvez me le dire, par exemple, les intérêts économiques, à part de ce que vous voulez dire sur peut-être l'impact des chercheurs de l'asile politique qui viennent de cette région-là, éventuellement, mais il y a aussi d'autres intérêts géopolitiques ou bien économiques en jeu. Voilà. Par exemple, on peut parler de pétrole, on peut parler de gaz, on peut parler peut-être des... Le régime, ces 42 dernières années qu'il a géré le pouvoir, je ne crois pas qu'il est réformable ou on peut démocratiser des pays intérieurement parce que là, idéologiquement, comme vous venez de dire, c'est une théocratie islamico-chiite tel qu'il est, c'est doctrine. Il est dans son ensemble inhumain, inacceptable. Donc, deuxièmement, la question de le regard de l'Europe, je dirais, ou l'Occident, surtout l'Europe, en parlant de l'Europe, il veut tout simplement éviter une autre guerre au Proche-Orient, d'où il se préfère supporter une dictature telle qu'avoir une guerre sur le dos. Mais changement de le régime, c'est le devoir des peuples iraniens. Ce ne peut pas être un problème de pays d'Occident, que ce soit les États-Unis, l'Europe, y compris la France, y compris M. Emmanuel Macron. De où la démocratie, c'est culture, c'est un changement, c'est un comportement.
D'où l'intervention de puissance, en connaissant un peu le nationalisme iranien, ça ne résout pas nos problèmes, ça même fera compliquer nos problèmes. De où nous avons besoin d'attendre, je suis d'accord, au niveau valeur, droit de l'homme, démocratie, tout ça, on est d'accord. Quand on a une entente de nos valeurs, c'est sûr et certain. Mais quand on demande une intervention que l'Occident devait nous faire changement de régime, y compris islamique, ça n'a jamais existé dans l'histoire, y compris le rapport entre l'Allemagne et la France d'aujourd'hui. C'est ça la question. Le problème des peuples ou de mouvements démocratiques en Iran, c'est l'État-nation. C'est l'Iranien qui devait se comporter. Ok, c'est un autre sujet. Mais restons encore sur le sujet. Maintenant, le conflit entre l'Ouest et le régime islamique. Et je vais rajouter dans cette question. N'oublions pas que Poutine, géopolitique au niveau énergétique, il est assez intelligent. Il considère le régime iranien comme un concurrent dans le domaine du pétrole et gaz, d'où il empêche l'arrivée de gaz iranien sur le marché européen. Okay. Il faut voir le comportement de la politique de la Russie vis-à-vis d'Iran, comment ils gèrent la République islamique dans leur propre intérêt. Ok. Alors, mais on parle par exemple, vous savez, en 2018, Trump a choisi ce qui s'appelle la pression maximale sur le régime, en mettant en garde tout pays, n'importe quel pays, mais aussi toutes les entreprises qui sont en train de faire commerce avec le régime islamique. Et ici, l'Europe a joué un rôle plutôt modérateur, une modération vis-à-vis le régime islamique contre, par exemple, l'embargo. L'Europe a essayé d'enlever l'embargo ou bien faire un commerce de troc avec le régime islamique qui n'a pas, bien sûr, réussi. Admettons, maintenant, l'administration Biden continuera cette pression maximale pour des raisons propres. Qu'est-ce que sera, à votre avis, la position de l'Europe vis-à-vis de M. Biden, qui est ami de l'Europe quand même, n'est pas Trump? Voilà. Micro-moi a vu les cours parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci. Tout à l'heure, on a parlé du rôle de l'Europe et l'administration de Biden n'était qu'au ramener la République islamique à table de négociation. Parce que ça a commencé officiellement hier et on verra mardi prochain. Pour éviter une guerre, tout est là aujourd'hui. Est-ce qu'il va donner une ouverture au niveau de l'échange commercial ou tout ça? L'avenir, il nous dira. Ça dépend de l'attente de la République islamique, pas de l'Iranien, parce que le peuple iranien n'a rien à faire dans cette négociation. C'est comment maintenir le régime qui est en Iran. On est d'accord. Oui. De où il faut l'attendre, comment est-ce que le régime, à la part de Brezhnev, il a accepté la défaite en Afghanistan idéologique? Est-ce que la République islamique, officiellement, il accepte? On a parlé sur la question de guerre au Proche-Orient, en Syrie, en Irak, tout ça. Ça, on verra dans cette négociation, puisque la sécurité de l'Europe, il est posé sur ça. Est-ce que la République islamique, il accepte cette défaite idéologique ou non? Tout est là. Et l'avenir, il nous dira. Moi, je pense que puisque les Iraniens, ils sont à la veille d'une élection dans 3 mois, grosso modo, est-ce que le peuple iranien, il saisira cette occasion pour ne pas aller voter ou confirmer ou reconfirmer cette dictature théocratique en continu? Voilà, tout est là. Ok, un autre chapitre. On va ouvrir un autre chapitre. Vous savez que
Washington a placé les gardes de la Révolution sur la liste des organisations considérées comme terroristes. À votre avis, en tant qu'un proche du pouvoir en France, est-ce que l'Europe doit faire la même chose? Et solennellement, moi, je demandais à mes amis ici ou ailleurs, et je vais recontinuer de réclamer officiellement toujours, de garder la question des droits de l'homme sur la table pendant la négociation avec la République islamique. Fait la pression maximum au niveau de l'implication des droits de l'homme et de démocratie en Iran. Tout est là pour essayer d'esserrer, je dirais grosso modo, le peuple iranien pour qu'ils puissent réclamer leurs droits. Mais il s'agit aussi de la garde de la Révolution, qui est une puissance économique, mais aussi oppressive en Iran. Vous le savez, dans ce genre de négociations internationales, chacun il regarde leur propre intérêt. Le intérêt de l'Union européenne et des États-Unis de Il y ne a pas aussi avoir... il y a une portion morale qui s'appelle le droit de l'homme. Vous en avez parlé tout à l'heure. D'où droit de l'homme, l'approche qu'on a eue jusqu'à maintenant, même l'Occident, malheureusement, il utilise la question du droit de l'homme des fois jusqu'à certains niveaux pour arriver à leur fin, leur pouvoir. Tout est là. Mais nous, alors, l'Europe n'a pas encore décidé ce qui est le sort de la garde de la révolution en Iran, si ça doit rentrer sur la liste terroriste ou pas. C'est ça la réponse? Moi, ce que j'attends, c'est dans le fait. C'est-à-dire la question de droits de l'homme, est-ce que ça va figurer officiellement sur la table de négociation? C'est bien, ça c'est bien, mais c'est pas ma question. Quand même, c'est pas grave. Alors, vous souhaitez peut-être que ça soit sur la liste, mais l'Europe n'a pas encore exactement décidé. C'est ça? Dans les négociations internationales, ça ne pose pas comme ça, puisque c'est dans le cadre limité 5+1, parce que c'est limité la question énergétique, je dirais énergie nucléaire. Tout est là aujourd'hui, oui, parce que la question de l'énergie nucléaire... On a discuté ça. On est dans un autre chapitre maintenant. On a discuté. Oui, mais la République islamique, je pense, jusqu'à hier, hein, la République islamique, il ne l'intéresse pas, il n'accepte pas l'ouverture d'autres questions dans cette négociation. C'est-à-dire, où la faiblesse d'Obama, il ne faut pas oublier, où la faiblesse d'Obama dans l'accord de 2015, juillet 2015, elle était là, parce qu'ils ont limité la question de la démocratie en Iran au droit de l'homme. Ok, aussi, M. Kalaf. Nous sommes à terme de notre débat. Il en reste peut-être plusieurs minutes. D'abord, je vous remercie, M. Kalaf, pour ce débat quand même instructif qui pourrait bien sûr continuer peut-être dans une autre fois, mais si vous avez quelques noms encore à rajouter, je vous donne la parole. Je vous remercie pour votre invitation. Je vous remercie pour votre invitation. Ça me permet d'expliquer notre, je dirais, concitoyens franco-iraniens aux Français et Iraniens pour essayer de comprendre cette problématique Proche-Orient, démocratie, l'islam, guerre froide, après-guerre froide et énergie, je dirais politique énergétique avec tout le changement que ça pose. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la part des énergies fossiles il est en train de diminuer dans la consommation internationale au niveau pays industriel. Tout est là. Les États-Unis elles-mêmes, elle est devenue exportateur de pétrole et de gaz. Tout est questionné là. Si vous voulez, une autre réunion, une autre prochaine fois, on peut discuter sur le changement. Merci aussi, Monsieur Kalaf, et merci aussi les téléspectateurs francophones de Ranguincaman. Et aussi, la prochaine fois, j'aurai une émission avec Dr. Atta Houdashtian sur un sujet
qu'il a choisi, c'est le leadership. Hein. Il écrit actuellement un livre en train de publier ça et il va parler là-dessus dans la prochaine émission. Bon Je vous courage. remercie, Monsieur Calaf. Je remercie aussi tous les téléspectateurs et à la prochaine fois.